Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Alors, on est en petit comité, mais ça fait rien. Ça prouve, c'est bon signe. Ça prouve que l'épidémie de Covid-19 préoccupe un petit peu moins la population. Hein, ça, on va se donner cette explication-là. Bon, il y a aussi la guerre en Ukraine qui doit peut-être certains ont-ils peur de sortir de chez eux aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci à tous et surtout merci pour tous ceux qui nous ont rejoints pour cette table ronde sur la santé. Alors, c'est pas la santé sous tous ses aspects. On s'est évidemment concentré sur cette épidémie dont nous sortons, deux années d'épidémie, de confinement, de préoccupation, et donc toutes les conséquences que ça a pu avoir, générer sur le plan évidemment sanitaire, politique, social, psychologique. Voilà, il y a des dimensions, il y a de très nombreuses dimensions pour aborder et faire le point et tirer les leçons de cet événement vraiment tout à fait inédit, donc qui a démarré à toute fin 2019 et donc avec comme date repérable par tous le début du premier confinement. Il me semble que c'était le 17 mars 2020, je crois. Voilà. Alors, je suis ici devant vous donc au titre de la rédaction de Sud-Ouest et des rencontres Sciences Po Sud-Ouest. C'est pas moi qui devais être là parce que ma camarade Isabelle Castera, qui suit les questions de santé à Sud-Ouest, s'est malheureusement désistée pour raison de santé. Et voilà, c'est pas le Covid en ce qui la concerne. Voilà. En tout cas, elle est avec nous de cœur. Elle m'a même laissé une petite note que je vais lire, voilà, en son nom, et avant de lancer les débats et de permettre donc à nos étudiants ici présents de commencer à questionner nos trois invités que je présente tout de suite à l'instant. Alors, voilà, donc l'épidémie de Covid digne d'une série de Netflix. Je ne sais pas si j'aurais dit ça, moi, mais bon, si, pourquoi pas. D'une série de Netflix que nous avons traversée pendant 2 ans. En janvier 2020, le premier patient sur le sol français s'annonçait au CHU de Bordeaux. Voilà, c'était ici. Voilà. Premier épisode, donc ce premier patient. Le 14 mars suivant, le second épisode signalait le premier confinement. Il y en eut un second, avec des rebondissements, des hauts, des bas, tout comme dans des bonnes séries dont on se gavait devant nos écrans en attendant des jours meilleurs. Rappelez-vous les couvre-feux, les arrestations de sortie à moins d'1 kilomètre de chez soi, les doctrines sanitaires, le lavage des mains, les masques, les aérations, autant d'injonctions auxquelles nous nous soumettions et qui pourtant semblaient venir d'un autre temps. Puis vint la saison 2 et la saga des vaccins Pfizer, AstraZeneca, Moderna, l'émergence de l'ARN messager que l'on découvrait. Voilà, il fallut, tel des pénitents, nous résoudre à nous glisser dans les files d'attente devant des vaccinodromes. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, où l'on peut enfin lever le masque, même si la prudence reste encore la meilleure conseillère. Alors, je reconnais bien là Isabelle, c'est vrai que c'est très très prudent, toujours, c'est bien, elle a raison. Alors, pour célébrer ces 2 années de galère, le professeur Denis Malvy, donc a essayé de nous rejoindre, Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux, membre du conseil scientifique, mise en place par les pouvoirs publics au début de l'épidémie. Vous êtes expert en virus émergents dans le monde entier. Et donc Isabelle me charge de vous remercier parce que vous avez été vraiment un des premiers interlocuteurs de Sud-Ouest pendant 2 ans. Vous êtes patient, vous êtes pédagogue, vous êtes bienveillant. Voilà. Et vous avez en plus accepté de répondre aux questions des étudiants de Bordeaux, ce dont je vous remercie doublement. Donc, à côté de vous, donc Françoise Janson, donc vous êtes médecin. Vous avez été la première femme à présider Médecins du Monde. Ça remonte à 2004 pendant 3 ans, je crois, 2004 à 2006. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui, vous avez une fonction politique locale puisque vous êtes vice-présidente, du Conseil régional chargé évidemment de la santé. Voilà. Et alors, à côté de vous, je ne dois pas présenter Robert Laforge, je le fais quand même. Cher Robert, spécialiste de la protection sociale, vous êtes professeur de droit public et surtout vous dirigez cette maison. Pardonne-moi, Robert, je ne sais plus, je n'ai pas les dates en tête. 98-2008. 98-2008, voilà. Donc 10 années donc à la tête. Donc c'est ta voix de directeur qu'on accueille, l'ancien directeur, mais aussi donc le spécialiste des questions de santé, pour nous aider à décrypter, donc à tirer les leçons de ces 2 années épidémiques. Voilà. Alors il est 17h38, on a jusqu'à 19h, on a 3 parties à traiter. Alors d'abord un état des lieux. Donc mes deux étudiants ici vont vous interroger. Donc, alors ça va être faire un peu l'épidémie de Covid pour les nuls, des rappels, mais enfin c'est important d'avoir toutes les données, de rappeler toutes les données nécessaires. Ensuite, on aura une deuxième partie donc avec Léa et Anna sur la gestion politique des épidémies. Donc le moment où on s'est mis à articuler très clairement la politique et la santé, donc puisque on a très vite compris que c'était une question très très politique, le Covid. Et puis
dans la troisième partie, on fera un peu de prospective. Donc les étudiants ont préparé des questions pour essayer de quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de cette épidémie. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va évoluer dans notre système de santé? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la façon dont on fait de la politique, etc. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Voilà. Alors donc tout de suite, donc, mes jeunes amis, donc Jean Adjouti-Gaillard et Cécile Auriol, vous avez la parole pour une trentaine de minutes pour traiter environ 5 questions. Donc j'ai demandé évidemment à nos 3 interlocuteurs de se passer la parole et de répondre de façon claire et en même temps pas trop, de façon assez ramassée pour qu'on puisse essayer d'aborder toutes les questions que nous avons préparées. À toi, Jean. Comme on l'a vu, hein, le Covid-19, il a bouleversé nos vies à toutes et à tous, à différents niveaux. En plus, pour l'info, on est le 17 mars 2022, donc 2 ans exactement après le premier confinement. Et donc, notre question, c'est de savoir comment vous avez vécu la pandémie à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Tu t'adresses à qui en premier? Aux 3, peut-être, on peut commencer. Allez, Françoise Janson. Françoise Janson. Ladies first. Hein? Alors, d'abord, merci de votre invitation. Et je suis vraiment très heureuse de venir parler ici. Je ne sais pas si je vais savoir bien répondre à toutes les questions, mais on va voir. Alors, comment j'ai vécu la pandémie de façon individuelle? Au boulot. Hein. Je suis médecin, donc dans un EHPAD. Donc, s'il y avait un endroit où il fallait la vivre, c'était bien là. Et puis au boulot à la région, parce que comme je m'occupais de la région, on était sur le pont tout le temps, même si un conseil régional n'est pas... c'est pas une agence régionale de santé, donc la question de santé sanitaire pure n'était pas de notre ressort. Mais par contre, toutes les questions liées, et en particulier les questions politiques, les questions d'organisation, etc., sont du ressort d'un conseil régional. Donc voilà, je l'ai vécu au boulot. Et après, quand même, à la fin, c'est difficile. Je trouve qu'il en reste quelque chose de lourd dans nos vies et dans la vie quotidienne et dans les relations avec les gens. Oui, en 2 mots. Non, je l'ai vécu un peu comme tout le monde, avec un peu d'angoisse, d'interrogation. Bon, je n'en dirai pas plus. Deuxièmement, il se trouve que ça a été une conjoncture favorable pour moi parce que c'était ma dernière année d'enseignement, 2019-2020. Donc en fait, j'ai échappé à la difficulté qu'a constitué pour les collègues le fait de devoir passer à un système d'enseignement à distance, etc. Parce qu'il restait 5 semaines de cours. Je n'avais plus de cours d'amphithéâtre. Donc j'avais juste des étudiants de master avec lesquels nous avons échangé sans trop de problèmes. Et en ce qui me concerne, sans entrer dans toutes les technologies, l'information à distance, qui m'auraient certainement posé des problèmes. Voilà. Et puis 2 dernières remarques. Étant retraité, finalement, j'étais un peu spectateur, en fait, dans des conditions favorables, dans un habitat avec un jardin. Donc j'ai le sentiment d'avoir été un peu un privilégié par rapport à beaucoup de gens qui ont eu à subir des conséquences sur le plan professionnel et sur le plan de leur vie quotidienne, des conséquences beaucoup plus lourdes que ce que j'ai pu avoir à subir moi-même. Denis Malvy. Merci. J'ai eu la chance de ne pas être soumis non plus au confinement. Nous avions des laissez-passer et de traverser le matin et soir les avenues et les rues de la cité de Bordeaux pour aller de mon domicile, près de la place Gambetta, jusqu'à l'hôpital Pellegrin, dans une ville qui semblait s'être arrêtée de respirer, comme certains de nos malades lorsqu'ils connaissaient les formes graves de la Covid. J'avais parlé dans une prise de parole dans l'amphithéâtre de la place Péberlan du fait qu'au tout début de la crise qu'il y aurait des larmes, et nous avons connu les larmes, et donc et en même temps pour nos autres soignants de traverser cette ville avec nos laissez-passer qu'on nous demandait finalement très peu, mais d'une manière tellement singulière. Je me rappelle lors du premier confinement d'avoir vu traverser Cours de Verdun des canards qui quittaient le jardin public et qui gagnaient je ne sais pas où, quelle autre rive, peut-être les colonnes girondines, les colonnes australes, pour d'autres voyages, d'autres pérégrinations. Et ça, ce sont des images assez inoubliables. Puis alors, bien sûr,
par mon métier, j'ai croisé des patients qui n'allaient pas bien. Il y a eu cette interaction entre le périmètre de l'infectiologie dans lequel je suis inscrit et celui de la réanimation. Nous sommes dans le même pôle et nous avons travaillé surtout au début vraiment la main dans la main, tant au niveau technique pour mieux prendre en charge les patients, trouver des méthodes d'oxygénothérapie diversifiées, éviter d'avoir à appliquer à nombre de personnes les méthodes de suppléance respiratoire qui habituellement sont allouées chez des patients très graves, en petit nombre et pour des périodes assez ramassées dans le temps. Et là, au tout début de la Covid, eh bien, c'est ce que l'on a fait. Et on a vu que même pour les personnes qui échappaient à la Covid sévère, les réveils ne se passaient pas très très bien. Et il y a eu cet immense mouvement dans les soignants de très rapidement, par-delà le fait de chercher des médicaments, mais chercher à mieux prendre en charge les patients. Et nous, avec un souci particulier qui est, j'en parlais avec mes collègues à l'instant, de ramener très rapidement les familles et l'entourage de ces malades auprès de nous, les soignants, et auprès d'eux, les malades. Et cela contre l'avis d'ailleurs des recommandations officielles des autorités. Et je pense que c'est quelque chose de courageux. Il y a des moments où, dans une crise, il faut évidemment jouer le guichet unique et la coordination, et puis quelquefois être audacieux et dire nous ne pouvons pas, tout en restant campé sur la morale, l'éthique et surtout l'expérience. Quelque chose à ajouter ? Oui, que dans cette aventure, j'ai quand même quelques regrets, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. La manière... moi, j'ai eu un contact, vous l'avez très bien dit, la plupart du temps, excellent avec la presse, qui nous rappelait régulièrement que nous devions être dans des démarches d'éthique sur nos conflits d'intérêts, etc. Mais dans la gestion d'une crise, tout le monde doit être en face de son miroir par rapport à l'éthique et aux conflits d'intérêts. Et la presse n'y échappe pas. Et mais ma relation que j'ai eue avec elle à travers mon engagement local de soignant et puis national dans les activités d'expertise a été plutôt une découverte heureuse et constructive la plupart du temps. J'aurais tellement aimé que vous disiez tout ça à Isabelle, mais elle va regarder le podcast. Hein ? Voilà. Et puis pour dire ce que vous disiez, monsieur, en effet, ça me rappelle la fable de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Tous n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Mais tous étaient frappés, voilà. Donc, dans nos interactions, nous avons été vérifiés. C'est le tous était frappé dans lequel nous sommes rejoints et dans cette période qui est compliquée, hein, les sorties de crise, parce que la fin de l'épidémie ne sera pas annoncée par la presse. Je suis désolé. Ni à la télévision, ni à la radio, ni dans la presse écrite. Bon, ça, on va en parler on va en parler pendant la partie prospective. Alors, Denis Malvy, je vous coupe la parole pour que Cécile puisse poser sa question et poursuivre un peu. Donc, on va c'est une question sur Bordeaux. Hein. Oui, c'est ça. Merci. Donc, Bordeaux, comme on l'a dit, ça a été la première ville à avoir avoir accueilli un patient pour le virus sur le territoire français. Donc, l'hôpital public a dû gérer la crise de plein fouet. À quel moment vous avez senti que la situation allait basculer dans une crise globale et est-ce que vous avez paniqué ? Françoise Janson Moi, j'étais pas... Je pense que c'est plutôt Denis qui était au sein de Malvy, l'hôpital. Alors, ceci dit, ce que je peux dire avant lui, c'est qu'il y a peut-être eu le premier cas à Bordeaux, mais il ne faut pas oublier que toute la première phase, Bordeaux a été finalement peu touchée par rapport aux autres régions et que c'est comme ça que les hôpitaux de la région ont d'ailleurs pu aider les hôpitaux d'autres régions en permettant des transferts de patients. Mais sur la question de l'urgence, moi, j'ai pas eu l'impression qu'à Bordeaux, les gens avaient eu peur. J'ai eu l'impression qu'il y avait une grande organisation qui s'était mise en place, une grande transversalité dans l'hôpital, une grande réorganisation, et que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu d'affolement à aucun moment. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on sent qu'on bascule là dans une crise vraiment globale, hein, comme disait Cécile ? Robert, Denis quand on a décrété le confinement, oui. Moi je pense que pour un spectateur, pour quelqu'un qui est extérieur au système de santé, qui n'a rien, heureusement pour moi, qui n'avait rien à faire dans les hôpitaux, je n'ai pas du tout d'idée de ce qui a pu se passer. Pour moi, c'était un monde. Mais le fait qu'on passe au confinement, que la vie s'arrête, ça c'est tout à fait extraordinaire.
au sens propre du terme. C'est-à-dire ça sort vraiment de l'ordinaire. On s'est dit là, enfin moi je me suis dit là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. Vous aviez un précédent en tête, Robert Aucun. En fouillant dans les... historique, pas forcément de votre vie, mais historique. En fouillant un petit peu, en regardant dans le passé, alors j'avais les souvenirs de grands-parents et d'une grande-tante qui est morte de la grippe espagnole, et d'un grand-oncle aussi. Donc dans une famille de 3, 2 sont décédés. Donc en 1918 En 1920. 1920. Oui. Et en fouillant, j'ai découvert, mais à ma stupéfaction, qu'en 1969-70, il y avait eu la grippe de Hong Kong. Voilà, j'allais dire chinois, c'est de Hong Kong, je crois. Et à cette époque, je n'étais plus un bébé, je voyais bien ce qui se passait. Et c'est quelque chose qui est passé complètement inaperçu, alors que ça n'a pas du tout été négligeable du point de vue du nombre de gens qui ont été tués. Mais on n'en a jamais parlé. Denis Malvy ? Crise globale, à partir de quand ? Merci Robert. Alors moi, ma réponse elle est biaisée parce que j'ai vécu dans les épidémies depuis toujours. Non pas comme dit le psaume, depuis ma jeunesse. Nombreux sont les péchés qui m'accablent, mais depuis la fin de mes études de médecine. Et quand on écoutait, même si on savait que les Chinois nous renvoyaient des informations quand même plus ou moins retenues, ou sinon biaisées, mais j'avais... à la fin du mois de février, j'avais rencontré à l'OMS des collègues chinois qui avaient eu un visa pour rejoindre Genève pour une réunion sur la Covid. Et déjà, à l'époque, on nous disait que les villes étaient sous confinement, qu'en termes de diagnostic, les outils virologiques n'étaient pas disponibles et qu'on faisait des scanners. Alors, j'en avais parlé à quelques-uns de mes collègues ici en France qui me disaient « mais c'est du n'importe quoi ». On nous enfume avec de l'information complètement incohérente. Le peu qui nous parvenait était quand même relativement fiable. Je pense qu'on était plutôt en sevrage d'informations que plutôt en intoxication. Et donc ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de cas, qu'on mettait en œuvre des outils inédits et que bien les frémissements qui nous étaient parvenus depuis le début du mois de janvier rendaient compte de ce qui allait devenir une crise pandémique. Moi, je travaille sur des fièvres hémorragiques virales qui sont des maladies par transmission par contact. On voit déjà ce que ça peut représenter dans un contexte où on n'est pas socialement, politiquement préparé. Là, avec une transmission respiratoire, personnellement, mais avec une vue biaisée, très rapidement, j'ai perçu que, et je n'étais pas le seul, que nous étions dans une crise pandémique. Jean, troisième question. Donc, au vu que la maladie allait prendre, comme vous l'avez dit, le président de la République a décidé de mettre en place un conseil scientifique auquel vous êtes membre, Denis Malvy. Il est sous le feu des critiques depuis le début de la pandémie. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de son fonctionnement, un peu rentrer dedans pour voir comment il marche, comment il est constitué et quel a été son rôle durant la pandémie, pendant le confinement, le port du masque, la campagne de vaccination, tous ces éléments. C'est vrai que rentrer un peu dans la salle des machines du conseil scientifique, ça nous intéresse. Bon, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais peut-être quelques petites choses. Disons, nous sommes un groupe qui avons appris à devoir vivre ensemble, puisque je disais à Robert tout à l'heure que pendant près de 2 ans, 1 an et demi, nous nous sommes parlé 2 heures par jour, tous les jours. Sauf le week-end, où on avait des séances plus prolongées à distance. Parce que, toujours en visioconférence ou par téléphone au début. Par téléphone. Puis ensuite par Zoom, lorsque le lien Zoom a été sécurisé. Très peu de rencontres en présentiel, on restait là où nous étions, puisque nous n'étions pas mis à disposition de notre métier ordinaire, pour ceux qui ont une activité professionnelle. Et nous en avions tous. Enfin, il y avait des soignants, des gens des sciences humaines et sociales, d'autres métiers, d'autres mondes. Donc c'est une activité qui se posait en plus d'un quotidien, même qui a été certes aménagé compte tenu de cette mission. Donc il a fallu apprendre à se connaître, à se reconnaître, à se supporter et à essayer modestement, factuellement, de suivre l'évolution de ce phénomène. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu un conseil scientifique. Tous les pays d'Europe ont eu un conseil scientifique. Les Chinois ont eu un conseil scientifique, fractionné en différents territoires. Israël en a eu. Et très rapidement, les travaux que nous avons menés ont été partagés avec des conseils scientifiques de tous ces pays.
D'ailleurs, je ne vous dirai pas quand, mais nous envisageons, le temps venu, pas trop tard je l'espère, de nous retrouver au moins en tant que membres des conseils scientifiques de l'Union européenne. Enfin, Royaume-Uni compris d'ailleurs. Bon, j'en reste là en termes de secret. Donc, nous n'étions pas perchés, enfermés, on avait nos métiers, et ce n'était pas ce que la presse quelquefois a décrit comme un vase clos de copains, où récemment d'ailleurs il y a un ouvrage d'une personne qui dit que c'était un réseau de copains. Moi, il y avait des tas de gens que j'avais jamais vus, et notamment les gens de la sociologie et de l'anthropologie, et ça a été quelque chose d'extraordinaire que d'apprendre à réfléchir ensemble. Après, vous connaissiez le professeur Delfrécy là, qui dirigeait le... Je connaissais le professeur Delfrécy qui m'avait accompagné à l'époque de Reacting et dans la réponse française aux réponses aux épidémies de fièvre hémorragique virale. Mais la plupart des noms de ses membres, vous ne les connaissiez pas. Non, enfin, ou de réputation, mais je n'avais pas été dans un quotidien aussi intime. Ensuite, eh bien, nous générions des données de par les mondes d'où nous venions. Moi, j'ai apporté celui du soin, du terrain, de la vraie vie et de la recherche clinique, de la recherche des médicaments, de l'amélioration des traitements de support des malades. Après, il y avait des épidémiologistes qui apportaient leur expertise de gestion des données épidémiologiques, donc collectives, disponibles en France et à l'européen et dans l'international. Il y a eu les modélisateurs, ça c'est une discipline que j'ai découverte. J'avais déjà travaillé avec des modélisateurs, dont les modélisateurs pastoriens avec lesquels j'ai travaillé au sein du conseil scientifique, dans des travaux scientifiques sur les arboviroses, le chikungunya et la dengue. Mais là, j'ai découvert cette discipline et eux-mêmes, je pense, se sont découverts comme étant des acteurs moteurs. La modélisation n'était pas seulement qu'un outil de prédiction, mais constitutif dans une approche multi-transdisciplinaire d'une production d'informations pour que le décideur, s'il le souhaite, prenne les décisions dans les meilleures conditions de connaissance à un moment donné. Voilà, donc c'est ce travail très, très lourd, très, très, très passionnant de rencontre avec l'histoire, qui était émaillé donc avec un vivre ensemble quotidien et qui était complété dans les autres moments au fait que par petits groupes, chacun apportait avec des regards croisés sa position sur les avis que soit le gouvernement nous demandait, soit dont nous nous autosaisissions. Petite question naïve. Ce sont ceux que vous avez sur le site du ministère de la Santé. Il y en a un qui vient de sortir avant-hier. Oui, petite question naïve, mais le ministère de la Santé, lui, n'était pas outillé pour produire des avis au gouvernement sur ces questions, Robert? Alors ça, il faudra, je pense, évaluer cette situation. C'est un aspect très intéressant de cette crise, c'est qu'elle a suscité la création ex nihilo, donc de ce conseil scientifique, ainsi que d'autres dispositifs, alors que la France est un pays qui était quand même avec, je sais pas, la haute autorité de santé, il y a tout un tas de structures existantes. Donc c'est assez intéressant de le constater. On a été obligé, en quelque sorte, de créer un dispositif, enfin obligé. Donc malgré toutes les structures existantes, voilà, on n'avait pas parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit sous-équipé en termes de dispositifs administratifs, hein, mais on a doublé le système d'une filière tout à fait particulière d'information des autorités publiques, de prise de décision, etc. Donc ça, je pense que je le souligne sans pouvoir vraiment en tirer toutes les conclusions qui s'imposent, mais c'est un point, à mon avis, assez intéressant. Non, mais ça veut dire alors, est-ce que c'est justifié par le caractère totalement inédit de la crise? Est-ce que c'est justifié par le fait totalement inadapté des dispositifs qui sont, il faut le dire, assez segmentés, hein, éclatés? Est-ce que ça pose le problème des relations entre les décideurs et ces structures, des conseils, administrations, etc. Donc on peut faire des tas d'hypothèses. En tout état de cause, à mon avis, la question se pose. Si je puis me permettre, justement, juste pour compléter, jamais nous nous sommes sentis comme une structure monolithe pérenne et statufiée, même pendant la période de la crise. À plusieurs moments, nous nous sommes dit, je ne sais pas, après la première vague, par exemple, bon, peut-être que finalement, ce sera comme le SARS-CoV-1, l'épidémie de 2003. L'épidémie va s'éteindre et puis notre rôle va en rester là. Il y aura des relais qui seront repris par les grandes structures de l'État et les agences. Et nous nous sommes vraiment beaucoup remis en question. Ce n'était pas un espace où il y avait la pensée unique. Il y avait des temps d'affrontement. Et puis chaque fois, quand on parlait aux Israéliens, aux Anglais, on voyait qu'ils vivaient, les Allemands, les Italiens, un peu les mêmes choses.
Et il y aurait quelque chose sans doute, un récit à produire sur le fait que jusqu'alors nous avons réussi non pas à survivre, mais à exister, à respirer. Tout ça avec des interactions avec d'autres groupes qui, ex nihilo, ont plus ou moins cherché à trouver leur place. Le groupe CARE sur le soin qui s'est évanoui assez rapidement. Actuellement, le conseil de stratégie vaccinale qui est dirigé par Alain Fischer, que vous voyez régulièrement dans la presse, avec lequel nous fusionnons une partie de nos efforts actuellement dans cette période très singulière de ce que nous espérons être la sortie de pandémie et puis la place qu'a pris la vaccination. Et puis aussi, dans nos travaux, ça c'est pour terminer la réponse à votre question, le fait que très régulièrement, nous sollicitions au niveau français ou transfrontalier des avis d'experts dans le domaine de l'immunologie ou d'autres agences pour nous éclairer et accompagner les propositions édictées par le politique, des décisions ou des prises de position ou des déclinaisons qui ont été synchrones et synchrones avec les écrits et les propositions du Conseil scientifique ou pas. Il y a des choses que le gouvernement, pour vous répondre, n'a jamais entériné dans nos recommandations ou qu'il a mis du temps à accepter et à s'approprier. Mais ça, c'est pas un problème. Alors, je crois qu'on va revenir aussi sur cette articulation entre le travail du Conseil scientifique et les décisions gouvernementales. Voilà. Mais avant ça, donc, tu as une question, Cécile? C'était juste sur cet état des lieux. Voilà, sur les personnages du Conseil scientifique, est-ce qu'on peut revenir sur le professeur Didier Raoult, qui est parti en cours de route? Ah! Est-ce qu'il faut revenir sur le professeur Didier Raoult? Ah ben ça, mais non, mais c'est une question subsidiaire. Bon, d'accord. Bon, bah écoutez, oui, non, effectivement, je m'y attendais pas, mais c'est très bien. Oui. Bon, ça a été un feuilleton, hein, l'affaire du docteur Raoult. Je sais pas si, il faudrait pas que ça nous emmène trop loin, quoi. Mais peut-être un commentaire. Sur est-ce que ça a été une difficulté, j'imagine cette polémique autour de l'hydroxychloroquine, de l'émergence de ce personnage qui a évidemment entraîné pas mal de gens dans son sillage, qui a été très populaire brusquement pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Est-ce que ça a perturbé la gestion de l'épidémie? Est-ce que ça continue à la perturber? Est-ce que ça a fait avancer le schmilblick à un certain moment? Je ne sais pas, voilà un peu les questions qu'on se pose, non? Pourquoi est-il parti? Devait-il être intégré dans le Haut Conseil de santé? Non, pardonnez-moi, le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique, pardon. Qui veut répondre? Qui veut mettre les pieds dans? Moi, j'étais pas dans le Conseil scientifique. Tout le monde se défile. Non, il n'y a pas que Denis Malvy. Ouais, il faut revenir sur comment on fait de la science. On va pas en parler ici, mais comment dire, il y a Michel Serres qui avait des expressions vraiment toujours très consacrées par l'usage et qui disait que la tentation du monde de demain, je sais pas d'ailleurs de quel demain, c'était celui de la poussette, avec la médiation des écrans. Et je ne pense pas que mon collègue était du style à se faire trimballer dans une poussette. Quand vous disiez est-ce qu'on l'a poussé dehors, voilà. Après, dans les crises, c'est toujours difficile. Si tout devait être simple, eh bien, on ne serait pas en crise où ça se saurait. Et vous l'avez très bien dit, je pense que mes collègues l'ont repris aussi dans le préambule, la crise de la Covid a démasqué les fragilités du monde et les failles du monde. Le fait qu'on ait complètement éclipsé la grippe de Hong Kong de 68, qui a autant tué que la Covid, et qui tue aussi les enfants, et qui a saturé le système de santé. Moi, j'ai eu des patrons qui ont géré les hôpitaux encombrés dans les couloirs de gens qui avaient exactement la même symptomatologie que la Covid, sauf qu'on était en multigénérationnel. Les choses n'étaient pas simples, et pourtant, on l'a éclipsé, sans doute pour des tas de raisons que les politologues, d'ailleurs, vont un jour nous décrypter. Et puis, c'était pareil pour la grippe asiatique de 1957. Qui a tué autant en France. Et voilà. Et dans une crise,
je pense qu'on ne peut pas non plus se dire qu'on est susceptible de vivre dans un contexte où on arrive à allier la mémoire et le rêve. Il y a des crises que l'on oublie, et puis néanmoins il faut faire œuvre de mémoire, mais la mémoire peut abolir le rêve, c'est-à-dire le rêve de pouvoir se supporter collectivement. Entre la mémoire et le rêve, il y a la concorde, qui est un objet, et un objectif, et en même temps, en quelque part, une finalité. Surtout à Bordeaux, dans la ville de Brissot. Donc je suis très heureux d'employer ce terme-là. Rappelez-nous qui était Brissot. Brissot, c'était l'avocat, un des maîtres du barreau bordelais, député girondin, et qui a fait partie qui a donné d'ailleurs son nom au groupe des Girondins lors de la Convention, au groupe des députés dans la Convention, qui a affiché un visage d'humanisme dans les affres insurrectionnelles d'une révolution qui avait de la peine à trouver les chemins de la liberté et qui l'a payé de son prix fort. Et qui dévorait ses enfants. Voilà. Alors, donc, voilà, pour vous dire que beaucoup d'entre nous sortons meurtris de la crise. Parce que nous avons eu le Covid et que ça s'est mal passé, parce que nous avons eu dans nos familles des décès, parce que nous avons vécu la restriction sociale, ou des problèmes professionnels de tous ordres, qu'il y a eu une épidémie sociale qui continue à nous frapper en plein visage. Et ça, cela signe le fait que la concorde n'était pas au rendez-vous. Ça a été la même chose pour la science. La science a souffert et continue, à mon avis, va continuer quelques longues années à souffrir de la discorde. Même si Monsieur le Président de la République a rendu visite à mon collègue, mon collègue de Marseille. Voilà, donc c'était ma réponse. Voilà. C'est une réponse merci. par défaut. Écoutez, merci de vous être lancé et de vous être bien récupéré au sol. Alors, dernière question sur cette partie, parce qu'après, on n'a pas quand même deux autres parties à traiter. Donc, vas-y, Jean. Donc, tout au long, et au début de la pandémie, des similitudes ont voulu être établies avec les épidémies, pandémies précédentes. Est-ce qu'il y a eu des schémas de comparaison qui peuvent être faits entre ces différentes crises ? Et est-ce qu'on peut avoir un petit historique des politiques sanitaires durant ces crises et leur médiatisation ? Je pense que c'est un peu pour vous deux, messieurs. Robert ? Disons, alors, je dirais que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. À mon avis, il n'y a pas de... La grosse différence, c'est que cette crise s'est imposée comme une crise. Elle a perturbé le système politico-administratif. Elle a dû être prise en charge. Elle a produit des effets de suspension, d'ailleurs, du droit commun pour mettre en place un système dérogatoire. Donc ça n'a absolument rien de commun avec ce que justement on a masqué en 1969-70, parce qu'il n'y a rien eu de tel. Dans la crise de 69-70, on a géré la crise sans que, en quelque sorte, ça aboutisse à la mise en place de tous ces dispositifs, de cette prise en charge, etc. Alors je crois que ça sera une question intéressante de se demander pourquoi. Alors, quant à la crise, la grippe espagnole de 1920, alors il y a eu des études historiques qui ont été faites, mais on était dans un cadre tout à fait différent, parce que je crois savoir, pour avoir lu quelques petites choses là-dessus, que l'impact public, enfin collectif, du côté des institutions politiques, a été surtout local. C'est-à-dire ça s'est géré au niveau des communes, essentiellement. Il y a eu beaucoup de morts, mais la politique nationale, à l'époque très peu structurée, n'a pas eu à se mêler de cette affaire. Et dans un contexte où des centaines de milliers de gens étaient morts. Alors, dans un contexte d'acceptabilité aussi, en tout cas de la mort tout à fait différente à la suite de l'hécatombe de la guerre, et puis d'un rapport à la mort, évidemment, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, on peut peut-être faire cette hypothèse pour expliquer la différence du traitement de la crise de 70 avec la crise d'aujourd'hui. Les rapports à la santé, à la mort, etc., doivent jouer quand même un rôle assez important. Oui. L'un d'entre vous, non ? François Janson et Denis Malvy ? Je partage tout à fait votre lecture. De 70 est quand même sorti au niveau scientifique la nécessité de produire et de développer la vaccination contre les virus respiratoires sévères. Donc le vaccin contre la grippe, qui est moins efficace que le vaccin contre le SARS-CoV-2, il faudra peut-être qu'il revoie ces technologies, est issu de cette crise. Mais
En effet, sans doute que le monde de 68 n'était pas le même que celui de 2020, et qu'entre les deux événements, il y a des choses qui ont bougé. C'est sans doute cela qu'on va finir par apprendre pour comprendre comment la parole publique et comment la perception de la société vis-à-vis d'une crise pandémique a été tellement différente. Et en effet, la culture du trépas a complètement été bouleversée. En 68, dans nos communes, il y avait encore les corbillards. Maintenant, on meurt à l'hôpital la plupart du temps. C'est même dans les chambres d'hôpitaux que les aides-soignantes et les infirmières arrivent à recomposer des familles dispersées autour du dernier souffle d'un patient, où on voit que finalement la mort qui est déniée et la culture du trépas oubliée, elle se recompose dans le truchement du système de santé. On lui demande beaucoup au système de santé, à l'hôpital public, entre autres, mais on lui demande ça en particulier. Et puis, à 68, c'était les événements de mai. En Europe, c'était la révolution culturelle et sa catastrophe. En Chine, parce qu'elle était partie de Chine, elle aussi. On venait de marcher sur la Lune. Il y avait un grand tumulte et aucune mesure barrière. Et puis, personne n'aurait en effet demandé au général de Gaulle ou au président Georges Pompidou le moindre compte à rendre à cet endroit. Et puis depuis, depuis on a eu une autre émergence qui était quand même le VIH-Sida. Comme disait Michel Serres, non, le monde d'avant n'était pas mieux, mais le monde d'après pourrait être pire. Moi, j'ai connu le monde d'avant, à l'époque du Sida, j'étais jeune interne, quand les premiers malades sont arrivés. Et là, ce n'était pas seulement les grands aînés dans les EHPAD et les résidents qui se retrouvaient dans l'interrogation du choix sociétal sur la gestion du grand âge. C'était la haine, le mépris, ou au mieux, l'incurie, l'indifférence, vis-à-vis de gens qui ont été ostracisés et qui avaient tous les âges, peut-être des singularités en termes de préférence, ou de parcours social, ou de choix, et c'était d'une violence rare. Et ça aussi, on l'a plus ou moins oublié, mais les soignants, nous ne l'avons pas oublié. L'époque où moi j'étais grand externe dans un service de médecine interne au CHU de Bordeaux, quand on recevait les patients avec le sida et ils arrivaient au dernier stade avec des manifestations très, très affichantes, eh bien, surtout ceux qui venaient des structures psychiatriques, on apprenait qu'à la sortie de l'hôpital psychiatrique, on avait brûlé leur matelas. Et ils arrivaient avec des brancardiers déguisés en cosmonautes, comme nous pour Ebola, ou comme les soignants au début de la Covid. Et on s'empressait de les embrasser, juste pour montrer à nos collègues, à nos autres mondes, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir cette peur-là. Et voilà, le monde d'avant n'était pas forcément meilleur. Et avec cela, il a été accompagné quand même par des choses terribles. Je parle devant des hommes et des femmes du droit et de la politique, par des scandales sanitaires, l'émergence des véritables scandales sanitaires, le scandale du sang contaminé, sur le diagnostic sérologique de l'infection par le VIH-Sida, qui a été masqué pour des raisons de lucre, criminellement. 3 ans plus tard, le scandale de la contamination des lots d'hypophyse pour les enfants qui devaient le recevoir pour des raisons d'immunogénétique, de maladies congénitales, par l'agent de la maladie du Creutzfeldt-Jakob, dans la maladie que l'on appelle la maladie de la vache folle. Plus récemment, le scandale de la chlordécone dans les Antilles françaises. Tout ça, ça produit du récit, plus ou moins formulé, et qui s'inscrit dans la mémoire collective. Alors, je ne vais pas dire que c'est à cause du scandale de la chlordécone que les choses se passent si mal dans la réception de la parole publique dans les Antilles françaises par rapport à la proposition vaccinale contre le Covid-19, mais il y a quand même des choses qui ont changé dans cette période extrêmement cruciale, dans lesquelles la parole publique est devenue très en avant en termes de décisions sanitaires, et que le citoyen, il veut davantage savoir après dans ce contexte-là. Il veut savoir, il veut participer, et il veut aussi contribuer à la décision. Et ça s'appelle la judiciarisation de la parole publique, en particulier dans le registre sanitaire, et pas que.
Je crois qu'il y a une question là-dessus tout à l'heure, donc on va la judiciarisation, on en parlera. Alors donc je vous renvoie à vos chères études, vous deux. Merci, c'est sympa, merci beaucoup tous les deux. Et puis j'appelle Anna et Léa donc pour la deuxième partie. On va parler de la gestion politique des épidémies, l'articulation entre santé et politique. Bon, on a commencé d'en parler, puisque toutes les questions s'interpénètrent. On en a bien conscience. Donc si vous avez l'impression que les questions qu'on vous pose, vous y avez en partie répondu. Surtout, n'hésitez pas, parce que comme on en a plein des questions, ça ne sera pas gênant. Alors, Léa, donc c'est à toi donc, la première question. Ok, on commence par celle-là ou... Allez. Donc, nous, on se demandait, donc la gestion politique du Covid-19 a mis en lumière que la santé est devenue un fait de société total et donc une véritable priorité gouvernementale en passant même au détriment de l'économie. Et donc, malgré le désinvestissement progressif de l'État au cours des 30 dernières années, comment la santé est-elle redevenue un sujet politique majeur donc avec le Covid? Et est-ce que la santé n'aurait pas pris au final une place trop prépondérante face aux autres dimensions sociales? Là, on s'adresse peut-être à la politique, là. Alors, la santé, peut-être que pour les politiques, elle n'était pas majeure, mais quand même, dans les études d'opinion, ça fait quand même 20 ans que c'est la priorité pour les Français. Et que, curieusement, ça ne l'a jamais été dans des campagnes politiques, d'ailleurs qu'elles soient locales ou régionales ou nationales. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un débat sur la santé dans des campagnes présidentielles. Et encore, il n'est pas si puissant que ça, finalement, ce débat, puisqu'il a été un peu... atténué par le Ségur de la santé. On a dit ça y est, c'est terminé. On a mis plein d'argent sur le sujet. Alors pourquoi en fait, la question c'est pourquoi c'est pas un débat politique. Alors je pense que c'est pas un débat politique parce que la santé pour la plupart des gens, c'est une question de soins. Que le soin, c'est les spécialistes et que c'est des spécialistes qui dépendent tous d'une seule personne, qui est le ministre de la Santé. Et que c'est vraiment reconnu comme étant finalement quelque chose qui appartient, je dirais, alors je ne vais pas dire une élite, mais en tout cas un groupe de spécialistes, et que tout ça, ça doit remonter à Paris. C'est étonnant. Vous discutez avec des médecins, enfin, Denis, c'est certainement pas son cas, mais vous discutez avec des médecins en particulier dans les hôpitaux, vous leur dites conseil régional, conseil départemental, ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent ce que c'est qu'une agence régionale de santé, le ministère de la Santé. Et pour eux, tout, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a le fait que ce soit quelque chose qui soit très vertical. Très vertical et vraiment qui dépend, voilà, cette question de spécialistes. Et puis c'est la question aussi du sujet de la prévention. Parce que finalement, les soignants se sont aussi appropriés la prévention. La prévention, qui est l'autre partie de la santé. Alors, on parle prévention, tout le monde va vous dire vaccination, tout le monde va vous dire dépistage, choses comme ça. Je suis désolée, pour moi, la vraie prévention, elle n'est pas là. La vraie prévention, elle est comment on ne pollue pas l'air. Comment est-ce que les gens sont éduqués? On sait bien que la santé, tout le monde le sait, je ne sais plus quelle est la part de la santé qui dépend du système de soins, je pense que c'est 20% ou 30% de l'état de santé d'une population qui dépend de ça. Donc ça veut dire qu'il y a 70% qui dépendent de tous les autres facteurs de santé que sont la façon dont dans quelles conditions on travaille, donc comment on est éduqué, dans quel environnement on vit, est-ce que c'est pollué, est-ce que ça l'est pas, etc. Et tout ça, finalement, appartient à d'autres... ça n'appartient pas au ministère de la Santé, ça appartient effectivement à l'ensemble des collectivités et à l'ensemble des élus. Et il me semble que cette réflexion-là, elle n'existe pas encore et elle met beaucoup de temps à arriver, alors qu'en fait, pour moi, il me semble que c'est une des questions fondamentales de la santé. Même si, en tant que médecin, je reconnais qu'on apporte quand même quelque chose. Donc le domaine de la santé est bien plus large que le domaine de la santé, hein, Robert? Des soins. Des soins. Oui. Non, mais juste... on peut donner quelques chiffres sur l'assurance maladie, dans la protection sociale. 80%, enfin disons, les dépenses de protection sociale qui ont considérablement augmenté depuis 2020-2021, ça représente en France, donc qui a le record du monde en 2021, 35,6% du PIB. Produit intérieur brut. Donc c'est des centaines et des centaines de milliards d'euros. Alors ça fait pour 2021 871 milliards d'euros. Dans ce paquet, 80%, ce sont les dépenses
de retraite et les dépenses de santé. Les dépenses de santé doivent être aux alentours de 300 milliards d'euros à peu près. Donc après, on peut toujours discuter, mais l'importance quand même de cette activité qu'on peut voir au travers de ces chiffres est tout à fait considérable. Et c'est le cas de tous les pays comparables. Ce n'est pas une exception française. Simplement, en France, on a des dépenses de protection sociale plus élevées, mais qui sont similaires à ce qu'est l'Europe du Nord, l'Allemagne, etc. C'est les pays d'Europe de l'Est qui sont, évidemment, avec des dépenses de protection sociale qui sont la moitié, pratiquement, de la situation française. Voilà. La moitié par habitant. La moitié en volume global, en pourcentage du PIB. Par exemple, je crois que la Roumanie doit dépenser 15% de son produit intérieur brut en santé, étant entendu en plus que les volumes sont variables selon le produit intérieur brut. Pour ce qui est de la France, en 1970, la protection sociale représentait 16% du produit intérieur brut. Donc nous sommes à 35%. Donc c'est quand même un énorme effort national. Et le système de santé en utilise, vous voyez, donc pratiquement 30%. Voilà, en gros, la situation. Alors après, on peut toujours discuter, donc c'est le débat que vous commenciez à amorcer, sur le point de savoir si tout cela est efficace, parce qu'évidemment, c'est un système qui, par nature, et je me terminerai sur ce point, est un système qui est extrêmement de nature curative, qui est un système qui soigne les affections lorsqu'elles surviennent, mais qui consacre finalement très peu aux dimensions préventives que vous évoquiez tout à l'heure. Alors voilà, un peu, ça donne une idée, pour répondre à la question, du poids et de l'importance de la santé. Justement, ce choix politique en faveur du bien-être de la société dans son ensemble a permis d'ouvrir le débat sur la conciliation entre liberté individuelle d'une part et bien-être collectif. Le pass vaccinal est un exemple. Le considérez-vous comme une mesure liberticide ou bien essentielle ? Oui, alors... Bon, le pass vaccinal... Sachant qu'on en parle à l'aise, puisque maintenant, oui. Il a provisoirement disparu de la circulation. Alors, si vous voulez, je répondais à votre question en disant bon, le pass vaccinal est un point d'application. Mais globalement, donc depuis mars 2020, je vais dire 1920, non, 2020... Grippe espagnole. Oui, c'était la grippe espagnole. Depuis mars 2020, donc, il a été fait en France un choix, comme dans tous les pays comparables, un choix qui a été de construire, un système dérogatoire, c'est-à-dire de mettre en place des dispositifs qui dérogent au droit commun. Donc, ça a consisté... Alors, dans la Constitution, il n'y a pas de ressources parce qu'elles ne sont pas adaptées pour faire ça, puisqu'il n'y a que l'état de siège qui est prévu par la Constitution ou l'article 16 de la Constitution, mais qui sont liés à des événements type guerre, pas des catastrophes sanitaires. Donc, en France, il n'y avait pas tellement de base juridique pour construire la politique de santé d'un point de vue juridique, c'est-à-dire l'asseoir. Donc on a choisi de le faire au travers du développement d'une réglementation. Donc j'ai regardé un petit peu, parce que j'avais vu les textes passer, mais je ne les avais pas comptés. Il y a eu environ, depuis mars 2020, 40 lois. Il y a eu 70 ordonnances, qui sont donc des dispositifs d'intervention du pouvoir exécutif dans le champ de compétences du législateur, pour des raisons d'urgence, ces dispositions étant évidemment en principe validées par le législateur ultérieurement, avec des lois de ratification. Et il y a eu des centaines de textes réglementaires, notamment des décrets pris en Conseil des ministres. Donc tout ça a constitué un droit dérogatoire. Le problème de ce droit dérogatoire, c'est qu'il portait atteinte, évidemment, à des libertés fondamentales. La liberté d'aller et de venir, la liberté du travail, etc. Pour la vaccination, l'obligation vaccinale, c'est une atteinte à l'intégrité physique des personnes. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un système qui équilibre des impératifs d'intérêt général avec un cadre de société libérale dans lequel la Constitution définit un certain nombre de droits fondamentaux?
Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en gros, que peut-on dire de la situation telle qu'elle s'est déroulée? Je pense, premièrement, formellement, compte tenu de la situation d'urgence et du caractère très chaotique de l'épidémie, formellement, l'équilibre entre l'exécutif et le législatif s'est maintenu, mais en réalité, il y a eu une mise à l'écart assez forte du Parlement. Pourquoi? Premièrement, parce que les débats parlementaires n'étaient pas adaptés aux réponses rapides qui sont nécessaires dans des situations de ce type. Deuxièmement, lorsque ces débats ont eu lieu, mais ça c'est un problème structurel, vous avez le phénomène majoritaire qui fait que la majorité étant ce qu'elle est, les oppositions ont toujours le sentiment qu'elles sont violentées par le gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'elles exposent sur la place publique, volontiers. Hein. Et troisièmement, pour des raisons d'urgence, on a utilisé l'article 38 de la Constitution, c'est-à-dire les ordonnances, qui sont en réalité des actes réglementaires pris dans le champ de compétences du Parlement, après autorisation du Parlement et, à terme, ratification du Parlement. Donc, il est certain que le caractère très fort du pouvoir exécutif en France a été extrêmement renforcé pendant l'épidémie et dans le cadre de la construction de ce droit exceptionnel, de ce droit dérogatoire. Alors, cela dit, le Parlement, alors, il y a une loi de mars 2020, d'ailleurs, qui a tracé un cadre. Donc, le Parlement devait être informé régulièrement des décisions prises par le pouvoir exécutif, ce qui est on peut considérer que c'est une consolation, mais enfin, ça a un rôle quand même. Et puis, deuxièmement, toutes les données scientifiques devaient être systématiquement transférées au Parlement. C'était le cadre de base. Voilà. Alors, en réalité, le jeu droit commun, droit dérogatoire, articulation entre les principes fondamentaux de la Constitution et la nécessité d'agir au nom de l'intérêt général, cet équilibre a été opéré par les juridictions. C'est-à-dire, les lois ont été systématiquement déférées au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel n'a invalidé que très très peu de dispositions des 40 textes qui ont été adoptés. Très très peu. Globalement, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel des dispositifs d'urgence adoptés par le Parlement, en l'occurrence, il s'agissait de lois. Voilà. Le deuxième acteur qui a été très important, c'est le Conseil d'État, juridiction administrative. Le Conseil d'État a eu à connaître évidemment des actes réglementaires, les décrets, et il a eu à connaître des ordonnances pour la raison que tant qu'une ordonnance n'est pas ratifiée, elle a valeur d'un règlement. Elle n'a pas valeur législative. Car je ne sais pas si tout le monde maîtrise tout ça, mais le Conseil d'État ne peut pas être juge de la loi. Il ne peut être juge que des actes du pouvoir exécutif. Voilà. Donc le Conseil d'État a développé une jurisprudence extrêmement abondante. Alors il l'a fait souvent en urgence grâce à deux mécanismes qui ont beaucoup joué, ce qu'on appelle le référé-suspension, qui a permis à beaucoup de gens de contester des textes en arguant du fait que ces textes violaient la loi. C'est ce qu'on appelle le référé-suspension. Et là, le Conseil d'État peut suspendre l'application d'un texte ou d'une partie de texte quand il considère qu'il y a une violation de la loi. Et deuxièmement, il y a le référé-liberté qui a été très très utilisé, mais de façon très approfondie par le Conseil d'État. Le référé-liberté, c'est un système qui permet de suspendre l'application d'un texte lorsque ce texte viole une liberté fondamentale. Voilà. Donc, je conclus parce qu'on pourrait développer longuement, mais le fond de la jurisprudence, ça a été de considérer globalement que l'équilibre a été toujours maintenu entre les exigences de l'intérêt général et la protection des libertés. Donc ce qu'on appelle un principe de proportionnalité. Il y a toujours eu proportionnalité des mesures par rapport à l'atteinte aux libertés, y compris pour la vaccination, puisque le 2 mars dernier, cette affaire a été jugée au fond, et le Conseil d'État a dit, dans sa décision du 2 mars, il y a quelques jours, que la vaccination obligatoire des personnels hospitaliers, y compris administratifs, était légale.
Françoise Janson. Je voulais relancer une question. Quid du Conseil de défense? Moi, je suis très surprise depuis 12 ans que ce soit un Conseil de... Alors, avec l'Ukraine, on pourrait comprendre qu'il y a un Conseil de défense, mais pourquoi un Conseil de défense? De défense sanitaire. Un Conseil de défense, les décisions Oui. étaient prises Alors dans un ça, c'est ce Conseil qu'on de appelle... défense et pas dans un Conseil des ministres. Non. Alors, c'est une formation connue, ce qu'on appelle les conseils interministériels. Donc, il est courant sous la Ve République. Ça n'existait pas sous la 4e. Il est courant que le chef de l'État, le chef du gouvernement, s'entoure de ministres compétents pour faire donc des conseils qu'on appelle interministériels, c'est-à-dire qu'ils ne réunissent pas l'ensemble des membres du gouvernement, et ils réunissent les ministres qui sont considérés comme directement impliqués dans une politique. Donc le Conseil de défense sanitaire, c'est un conseil interministériel de tous les ministres concernés par la politique sanitaire. Bon, je crois que c'est pas mal, là. C'est assez clair. Hein. Ça va, vous avez... C'est très clair. Hein, on va, alors, question suivante. Vous l'avez évoqué avant, la mise en examen d'Agnès Buzyn, justement à l'image de la mise en examen pour l'affaire du sang contaminé, met en lumière la judiciarisation de la vie politique. Est-ce que cette responsabilité judiciaire viendrait combler en quelque sorte le vide de responsabilité politique? Si oui, est-ce forcément un dysfonctionnement? Non, d'abord, la mise en cause d'Agnès Buzyn se fait devant une juridiction particulière de la Constitution, puisqu'elle était en fonction ministérielle. Donc ce ne sont pas les juridictions de droit commun qui ont à connaître de ce genre d'affaires. Donc je ne sais pas où ça n'a pas été réglé, je ne pense pas, hein, je peux me tromper, mais cette affaire, donc c'était la Cour à moins qu'elle ait été... C'était la Cour de justice de la République. Oui, c'est ça, oui. La Cour de justice de la République qui a à connaître des délits, infractions éventuelles commises dans l'exercice de leurs fonctions par les membres du gouvernement. Voilà. Alors la judiciarisation, je le disais, dans un état de droit, de toute façon, la judiciarisation, les instances juridictionnelles sont un des composants fondamentaux de l'état de droit. Donc c'est un rempart qui, avec sa logique, évidemment, car en principe, ces juridictions ne se prononcent pas sur le fond des décisions, mais sur leur légalité. C'est-à-dire qu'il faut un travail de comparaison entre une décision et un principe. Ils ne se prononcent pas sur le bien fondé de la décision elle-même. Donc c'est absolument indispensable. Alors cela dit, quand on parle de juridicisation, on évoque un autre problème qui est un peu plus général, c'est sûr, c'est que nous sommes dans des sociétés où le recours au juge est devenu extrêmement fréquent et nos concitoyens, dès qu'il y a un problème, considèrent qu'ils sont victimes de quelque chose. Enfin, il y a une sorte de logique victimaire et il faut absolument que les juges soient saisis et qu'ils reconnaissent les torts qui leur ont été faits. Donc c'est sûr qu'il y a une montée en puissance très forte des contentieux, qui est un phénomène social, qui n'est pas forcément négatif, mais les juges sont très très fortement saisis par tout un tas d'affaires. Il y a, encore une fois, il y a une sorte de recherche à faire valoir ses droits ou à se faire reconnaître comme victime. Parce que dans la juridicisation, il y a une inflexion très forte vers le juge pénal. Ce qui est quand même autre chose aussi. C'est-à-dire, au lieu de demander à ce qu'on reconnaisse des droits, beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il faut punir, ce qui est tout à fait autre chose. Commentaires là-dessus? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Ah bon, allez, continuez, parce qu'on a plein de questions. Allez. Ah oui, on en a plein. Allez. Donc l'attention portée au Covid a laissé de côté de nombreuses autres pathologies lourdes, notamment du fait du plan blanc, qui a entraîné, entre autres, des déprogrammations d'opérations. Est-ce que du fait de ce plan blanc, on doit craindre une nouvelle crise sanitaire qui viendrait au final découler directement de la surattention qui a pu être portée au Covid? Ça, c'est une bonne question, ça. Allez, qui veut répondre? À mon avis, on va surtout avoir une crise de soignants. Je ne sais pas si on va avoir une crise sanitaire. Alors, il y a effectivement un certain nombre de gens, on voit tous les jours, pour qui des soins dits non urgents ont été déplacés. Ce qu'il y a surtout, c'est que je pense qu'on a des soignants qui sont pour beaucoup épuisés,
qui épuisés physiquement, épuisés moralement. Et on voit qu'il y a une fuite des soignants d'un certain nombre d'hôpitaux, qu'il y a beaucoup de difficultés à recruter maintenant. Et quand on pense aux soignants, je pense aux médecins, mais je pense aussi aux paramédicaux. On a une grosse crise du nombre d'infirmières. On n'arrive plus à recruter des infirmières, alors qu'il y a 2 ans, il y en avait tout ce qu'il fallait. Et que je pense là, parce qu'on demande beaucoup, on demande cette crise qui se prolonge sans arrêt, qui continue avec toujours des nouvelles périodes de crise où il faut être là, où on supprime des vacances, où on fait des heures supplémentaires, où on est tous les jours dans l'urgence, même si c'est pour beaucoup de professionnels de santé le quotidien et c'est à ça qu'ils se préparent. Là, quand ça s'accumule pendant 2 ans et qu'ensuite, effectivement, on voit qu'il y a des gens qui ont besoin à nouveau parce que les gens continuent à avoir des cancers, les gens continuent à avoir des pathologies cardiaques, il faut continuer. Je pense que là, il y a un véritable épuisement du côté des soignants et qu'il faut le prendre en compte et qu'il y a une chose, à mon avis, que je vois de l'extérieur de par ce que je vois sur la formation des professionnels de santé, puisque c'est la région qui s'en occupe pour les paramédicaux, qu'il y a, au-delà du Ségur de la santé, qui certainement investit beaucoup dans la santé, il y a un vrai travail à faire sur comment on réorganise les soins dans les hôpitaux, les soins, on l'a vu dans les EHPAD, c'est évident, comment on réorganise le fonctionnement du système de soins en prenant en compte les exigences des nouvelles générations de professionnels de santé, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on avait, nous, quand on était jeunes, et cette recherche de sens très importante, mais qui n'est pas une recherche de sens absolue, à y passer de tous ces jours et ces nuits toute l'année, et ce qui est légitime. La qualité de vie au travail, ça devient quelque chose d'essentiel. Et si on veut avoir des soignants, eh ben, il faut s'en occuper différemment. Et il faut trouver les modalités de travail en équipe qui recherchent et qui est indispensable maintenant d'amener au sein non seulement des équipes dans les territoires, dans les zones en déprise médicale où les professionnels de santé s'organisent comme ça, mais aussi dans nos villes et dans nos hôpitaux. Peut-être Denis Malvy sur la question plus sanitaire, du coup, sur cette question. Ou est-ce que vous voulez rebondir sur cette réponse plus politique et sociale? Non, je m'inscris tout à fait dans la lecture et les propositions de Françoise. Pour la première partie, après chaque grande crise pandémique, surtout, une pandémie affecte le monde entier. Mais quand on regarde l'état sanitaire de l'Europe et des États-Unis, pour lesquels, si on se réfère dans l'histoire à la pandémie de la grippe espagnole, la pandémie de grippe asiatique et la pandémie de grippe de Hong Kong, il y a eu en décalé dans les 10 années qui ont suivi, de manière incompressible et inspécifique, une majoration de la mortalité, toutes causes confondues, maladies chroniques comprises. Donc c'est en ce sens que tout à l'heure je disais qu'on n'annoncera pas la fin de la pandémie de Covid-19 à la télévision ou sur les ondes radiodiffusées. Elle n'est pas finie. Nous sommes d'abord, le virus, il est toujours là. Ça, c'est encore autre chose, sauf que maintenant, la société est devenue tout à fait acceptante et tolérante vis-à-vis des morts et des gens que nous continuons à hospitaliser dans nos services critiques. Il y a une sorte de... D'ailleurs, c'est une variable aussi de taille à côté de la saturation du système de réanimation dans les hôpitaux publics ou du taux d'incidence, qui sont les 2 marqueurs dont on nous rabat les oreilles et l'acuité dans la presse et dans le quotidien. Qu'est-ce que désormais, au bout de 2 ans, nous autres, la société, les citoyens, nous sommes capables d'assumer, de supporter en termes de fardeau, de létalité de la Covid-19. Et quand je lis les éditoriaux dans la presse ou le groupe citoyen des citoyens immunodéprimés, ayant vraiment des très très grandes morbidités et qui sont à risque de développer des formes sévères de la Covid-19, où ils nous supplient, protégez-nous, aidez-nous à nous autoprotéger, mettez le masque quand vous êtes à notre proximité, eh bien, ces éditoriaux sont parus il y a maintenant 10 jours pour le plus récent et 15 jours, donc 2 semaines pour le premier. Ça fait un véritable flop. La société, avec ou sans l'Ukraine, ne veut plus entendre parler de la Covid-19 et donc notre niveau de tolérance vis-à-vis de l'indicible, vis-à-vis de la mort indue ou attendue, eh bien, elle évolue au décours d'une crise.
Et voilà, c'est peut-être c'est pas très politiquement correct ce que je dis là, mais c'est un remarque, élément majeur. Et le politique n'en est pas dupe dans ces prises de position du jour où, après tout, le 14 mars, on enlève les masques. Cet emblème qui, au début de la crise, on n'en avait pas, donc il fallait apprendre à s'en passer. Et là, du jour au lendemain, eh bien, l'exécutif a décrété qu'on allait s'en passer. Et comment? Et on se rend compte que c'est pas. Ça fait appel aussi à la manière dont on gère les symboles, les signes et les éléments emblématiques d'un parcours de vie individué ou collectif. Et le deuxième point, c'est évidemment le propos de Françoise. Nous sommes en crise de soignants. Et là, il faut faire là aussi un regard rétrospectif, réaliste. Je ne dis pas que les métiers des paramédicaux étaient malmenés, mais en tout cas, il y avait des menaces sur le fait d'appartenir à un monde, à une communauté. Je vous donne un exemple. Une infirmière qui, le matin, a dit ah ben voilà, aujourd'hui, il y a des besoins aux urgences. Tu files aux urgences de 6h à 10h, ok, aux urgences médicales. Ensuite, là, il y a un gap en urologie. Donc, en service de chirurgie, tu y seras jusqu'à telle heure, etc. Bon, c'est une caricature. Mais si on veut capturer et donner de l'enthousiasme à des métiers compliqués, il faut toujours s'assurer... Alors, tu parlais du bien-être au travail. Moi, j'irais même un petit peu au-delà du fait d'appartenir à une tribu, à un monde, à une émulation, et dans une activité qui va nous tirer vers le haut, au moins avec une perspective de projet. Et ça, c'est une mesure de salut public pour le service hospitalier dans l'extrême urgence du jour. Et là-dedans, après, comme le disait très bien Robert tout à l'heure, il y a ce qui est de l'ordre, un peu comme le pass sanitaire en termes de politique de santé, des moyens et des objets. L'objet, c'est qu'il faut faire évoluer, en plus de manière intrinsèque, ces métiers. Par exemple, au Canada, vous avez des infirmiers et des infirmières qui font les parcours que vous faites vous-même, c'est-à-dire des parcours de Master 1, de Master 2, voire même de PhD. Je participe actuellement au recrutement d'un PUPH de médecine tropicale et santé globale en Suisse. C'est un infirmier de formation initiale qui va y parvenir, vraisemblablement. Donc, nous, en France, comme on est complètement gauche, vous l'avez compris, en termes d'acception de la véritable prévention, on a vraiment des enjambées de 7 lieux à réaliser dans le domaine. On commence avec ce qu'on appelle les protocoles de responsabilisation. Par exemple, le fait que dans les métropoles, dans les cités, dans les systèmes hospitaliers et aussi dans les déserts médicaux, les infirmiers et les infirmières peuvent prendre de l'activité, de la mission qui les tire vers le haut en termes d'image d'eux-mêmes. Appartenance à une tribu et une tribu qui va vers le haut. Et ça, c'est l'urgence dans l'urgence. Voilà, j'en resterai là. Merci beaucoup. Alors, on va, avant de passer à la dernière étape, une dernière question, là, les filles. On a pu voir quelles étaient les difficultés, les enjeux de la communication en temps de crise. Le traitement par le gouvernement et les médias était d'autant plus complexe que pour la première fois, une pandémie a été suivie en temps réel. Donc, en référence à l'intitulé de cette table ronde, jugez-vous que l'approche médiatique a été obsessionnelle? Et de l'autre côté, est-ce qu'une meilleure communication gouvernementale aurait suscité une autre réaction chez l'opinion publique? Bon. Ça vous inspire, la question? On est dans une société libérale, donc la presse, l'opinion est libre. Donc il y a un phénomène, effectivement, l'opinion se saisit. Alors après, il y a des règles. Évidemment, quand on parle de la presse, il y a des règles qui font que la presse ne s'occupe pas de n'importe quoi. Enfin, je ne vais pas apprendre ça à qui que ce soit. Donc, c'est sûr, ça a été il y a eu un centrage extrêmement puissant sur cette affaire, mais qui a pris un caractère tout à fait inédit. Alors, je ne sais pas, votre question, c'est est-ce que ça a été bien traité? Est-ce que... Oui. Bon... Disons que moi j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, hein, que c'est une situation qui était inédite, qui a supposé de l'inventivité, de l'expérimentation. Et donc on a assisté à un débat parfois un petit peu artificiel qui était, d'un côté, on sait tout à fait bien ce qu'on fait, alors qu'en réalité on ne le savait pas. Et de l'autre côté... De toute façon, vous faites très mal, c'est très mal, il ne faut surtout pas faire ça, etc., etc. Donc une espèce
de débats à front renversé, un petit peu, avec des oppositions, etc. etc. Donc, je crois que c'est lié au caractère totalement inédit de la situation. Disons, le fond de l'affaire, c'est que personne ne savait, ou en tout cas, on ne savait pas grand-chose, on ne savait pas comment faire, on se dépêtrait et on essayait de faire mieux au fil du temps. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de domaines, dans les politiques publiques, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Et les débats sont un peu éthérés parce qu'ils se situent par rapport à des idéaux ou à des systèmes qui seraient idéaux, voilà, et qui ne correspondent pas du tout au réel. En tout cas, ce que nous avons senti, là c'est le journaliste qui parle, mais ce qu'on a senti, c'était qu'il y avait une demande très très forte que nous parlions de tout ça, forcément, parce que c'était inédit, c'était inquiétant. Et puis en même temps, il y a eu aussi, au bout d'un certain moment, la critique inverse qui était « vous en faites trop, c'est obsessionnel, vous ne parlez plus que de ça, etc. etc. » Bon, alors, tout ça était très ambigu. Et puis bon, ça a dépendu un petit peu des moments. Voilà. Alors, cela dit, on a beaucoup parlé de santé, ça c'était peut-être pas un mal, non, François Janson? C'est surtout qu'il n'y avait plus grand-chose d'autre à dire, hein, quand même. Ouais. Pendant quelques mois, je ne sais pas, mais c'était quand même... Il n'y avait plus d'accidents de voiture. Sur les entreprises, on ne peut pas dire grand-chose. Enfin bon, c'était quand même le sujet... moi, j'ai beaucoup souffert du fait que, par exemple, l'actualité internationale que je suis au quotidien, on n'en parlait plus alors qu'il se passait 1000 choses, mais tout était sous l'éteignoir parce qu'on ne pouvait parler que de la Covid. Hein. Donc, et alors peut-être les relations internationales, on les rattrapait évidemment par le côté pandémique, mais enfin, il y a beaucoup de choses dont on ne parlait plus du tout, hein, et ça aurait été pourtant intéressant. Voilà. Après, juste un petit mot sur la communication qui ne concerne pas forcément les journalistes. Et c'est un petit vécu. Alors, je ne sais pas si c'est une remarque désagréable à faire à l'État et à Denis en particulier. Moi qui ai vécu ça comme médecin dans un EHPAD, c'était vachement bien parce que nous, on nous communiquait des trucs, on nous envoyait des nouvelles informations depuis le ministère de la Santé à peu près tous les 3 jours. C'est-à-dire que tous les 3 jours, je recevais 60 pages qui évoluaient. Alors, c'était toujours les mêmes, mais il y avait 3 mots qui avaient changé dedans qu'il ne fallait surtout pas louper. Mais simplement, ils ne nous disaient pas où étaient les 3 mots. Donc, non seulement il fallait... Alors, pour le coup, dans un EHPAD, on avait beaucoup de travail. Dans les hôpitaux, c'était pareil. Mais en plus, il fallait essayer de deviner et il fallait relire les 60 pages. Bon, c'est quand même pas de la grande littérature. Hein, c'est pas Proust, le ministère de la Santé. C'était un petit peu compliqué. Donc ça, c'est un autre mode de communication. Je ne sais pas si les journalistes l'ont vécu parce qu'ils ont essayé à chaque fois de relire les pages, de comprendre où étaient les détails qui changeaient. Mais je pense qu'il y a des progrès à faire en termes de communication, en tout cas vis-à-vis des professionnels et des usagers dans nos ministères. Bon, il est 7h moins le quart. Donc on a, sauf si Denis Malvy a absolument envie de dire un petit mot là-dessus, parce qu'on a encore une partie à traiter. Un petit mot juste. Juste, entre 70 et la crise Covid, en termes de communication, il y a un autre paramètre, c'est la viralité des écrans et l'irruption des réseaux sociaux. Avec, en termes d'outils, là aussi, c'est très, très important de toujours, en science, quelle que soit la discipline, différencier le sujet et l'objet. Avec les algorithmes qui sont quand même extrêmement normatifs dans notre manière de s'approprier la communication et l'information dans un temps liquide, dans un temps qui est devenu complètement contracté. Et on n'y est pas échappé parce que alors, toute crise, si elle était facile à résoudre, ne serait pas critique. Et la communication, on a souffert. Alors après... on a tous, en tant que citoyens, été heurtés par les débats télévisés absolument ineptes où des journalistes jouaient au Madame Loyal à la Schlag en train d'arbitrer 2 pseudo-scientifiques en train de se disputer. On l'a tous vu. On en a été... Là aussi, ça fait partie des choses qui ont meurtri la parole scientifique, sinon la science elle-même. La science, c'est pas ça. La science, quelle que soit d'ailleurs, une fois de plus, la discipline, qu'on soit dans les sciences humaines et sociales ou dans les sciences appliquées ou les sciences fondamentales. Et c'est sans doute un élément qui devrait nous apprendre. Et je trouve que quand on voit la manière dont la presse s'empare actuellement de la crise ukrainienne en termes de communication, il me semble qu'on est en train de tirer des leçons de la crise pandémique dans laquelle nous sommes encore,
où il y a d'une manière assez transparente, assez rigoureuse, des indications et des déclinaisons, des exégèses, des fake news qui circulent et qui peuvent ébranler ou amener du malheur au malheur au sein moins de nos sociétés, mais déjà des sociétés affectées par la crise elle-même. Donc merci la Covid pour la maturité du débat. J'espère. J'ai pas remercié Anna et Léa, donc merci beaucoup les filles. Hein. Et puis donc on passe à la troisième partie donc avec Emma et Benjamin. Voilà, donc là on va un petit peu de prospective. Il est 48. Je vous le dis d'avance, on va se donner 10 minutes de plus parce que sinon on va donc ceux qui vraiment ont un super rendez-vous à 7h15, 7h30, vous pouvez partir discrètement, mais on va continuer un petit peu quand même hein, pour quand même balayer un peu les dernières questions que les étudiants ont préparées. Hein, voilà, allez, vas-y. Oui, après, les intervenants ont beaucoup répondu à nos questions en amont. Donc, bon, bah, voilà, donc à ce moment-là, triez un peu les questions. Si vous voyez qu'il y en a qui sont devenues inutiles, hein, vous les chantez, puis on passe. Allez. La France, par l'Institut Pasteur, a été la première en Europe à séquencer intégralement le génome du SARS-CoV-2. Pourtant, elle n'a pas été en mesure de produire son propre vaccin. Cette situation est perçue comme l'illustration des défaillances françaises dans le domaine de la recherche en biologie santé. Et selon vous, à quoi ces défaillances sont-elles dues? Surtout pour François Janson, je pense qu'en termes de biologie santé... Alors en plus c'est le bicentenaire de la naissance de Pasteur hein, cette année, donc on est très très fiers de nos instituts Pasteur partout dans le monde. On était sûr qu'on allait sortir un super vaccin dans les 6 mois. Non, je plaisante, mais voilà. Non, mais c'est bien, c'est une question que les gens se posent. Ça. C'est une question compliquée. On a, je pense, dans nos universités, on a des chercheurs de très très haut niveau qui font de la recherche de très très haut niveau, y compris sur le plan viral. Donc, je pense que Denis pourra parler après moi, il sera beaucoup plus compétent. Après, il y a eu depuis 50 ans une évolution dans le champ de l'innovation en santé et de l'innovation dans les médicaments et de l'innovation dans les vaccins. C'est quoi hein? Oui, la découverte. C'est-à-dire que à un moment, il a été décidé que les laboratoires pharmaceutiques, effectivement, allaient devenir finalement non seulement ceux qui dispensaient les médicaments, enfin qui les fabriquaient et qui les dispensaient, mais c'était eux qui, depuis longtemps, ont en main la capacité de finir le développement d'un médicament, de le mettre sur le marché, de faire les études nécessaires et de le vendre. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus possible à une petite entreprise qui aurait trouvé un vaccin de le mettre sur le marché parce que ça demande des moyens financiers extrêmement importants et que ces moyens financiers, ils ne sont plus à l'État, ils sont maintenant dans les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, il y a eu plein d'émissions là-dessus, je ne vais pas vous le raconter. Et dans les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, il n'y en a pas 50. Hein. Il n'y en a pas 50, il y en a une dizaine. Ça nous fait dont l'un est français. L'un est français. Bon, pas de bol, c'est pas lui, il est allé sur la mauvaise piste, il n'a pas trouvé. Mais ça ne veut pas dire que les chercheurs en France ne savent pas chercher. Il y a eu les vaccins ARN qui étaient vraiment quelque chose, je pense que peut-être que vous, les chercheurs, vous les connaissiez avant, mais qui étaient déjà dans le domaine de la recherche très avancée depuis longtemps et qui ont permis là d'avancer très très rapidement, ce qu'on n'a pas pu faire avec les autres, mais c'était une recherche, il ne faut pas l'oublier que ces vaccins ARN, c'était des recherches qui étaient quand même en route depuis plus de 20 ans par des chercheurs qui pendant longtemps ont travaillé, j'allais dire sous le manteau, mais on sent que personne n'en parle, et qu'à ce moment-là, effectivement, quelque chose dont on n'entendait jamais parler a permis, c'est une découverte qui a enfin permis d'avoir des vaccins très rapidement. Voilà, donc moi je pense que la question du financement de la santé et du lien, du rapport entre que finance l'État, que financent les labos, quels sont les moyens de l'État dans la recherche et quels sont les moyens des laboratoires pharmaceutiques est une question absolument centrale sur laquelle il faudrait travailler, je pense, et se pencher davantage. Et c'est une question éminemment politique, c'est quels moyens on veut mettre effectivement sur la recherche et sur le fait d'avoir notre propre souveraineté en santé et de développer nos propres médicaments. Denis Maldy, un commentaire sur ce paradoxe, sur l'excellence de la recherche française et puis peut-être les défaillances qu'on a pu...
constater. L'exemple du développement des vaccins dans le cadre de la pandémie est assez clair. Cette émulation d'une coopération coordonnée, réglée par le politique. Alors je ne sais pas si c'est le niveau jacobin ou alors l'euro-territoire qui serait à considérer pour identifier les porteurs, parce que nous avons aussi des startups de qualité qui travaillent avec des académiques. Quel est le modèle le plus pertinent et le plus prolifique sur le court, le moyen et long terme. Mais il y a une recomposition de cette interaction entre le laboratoire avec lequel nous devons en l'état travailler, mais une régulation, une coordination par les organismes d'État qui, à mon avis, dans le monde de demain, sans arrêt parler du monde de demain, ni faire de la poésie ou de la chanson, est incontestablement pour nous lié à notre destin européen. Même les méthodes de prise en charge des patients par les méthodes d'oxygénothérapie optimisées, eh bien, nous les partageons, nous les développons, nous les brevetons, parce qu'il faut bien de la traçabilité, avec des collègues qui ont fait autant le taf que nous, au niveau italien, au niveau allemand, au niveau du Benelux. Et pour le vaccin, on en a eu de beaux exemples. Il y a eu les propositions chinoises, la proposition russe avec le Sputnik, et on a vu tous ces États qui, d'une manière plus ou moins avisée, plus ou moins transparente, se présenter devant la scène internationale. Et puis, in fine, on voit où est-ce que nous en sommes. Il n'y a guère que les vaccins mRNA avec cette technologie initialement développée dans le cadre de l'oncologie qui est en train de trouver une place qu'elle conquiert par les faits. Et puis, eh bien, Sanofi est en train de raccrocher le wagon. Il y aura des développements à partir de cette technologie dans lequel le génie français, assurément, nous allons nous y retrouver. Est-ce que ce sera à partir d'une dimension proprement nationale, euro-régionale? Je pense que la dimension territoriale, là aussi, comme on a parlé de prévention, je pense qu'on n'est pas allé assez dans notre débat, dans la rubrique de la prévention. Je ne sais pas si tu penses, si vous pensez qu'on va encore en redire un mot tout à l'heure, peut-être pas, peut-être que non. Benjamin, je crois que tu veux revenir là-dessus. Mais la recherche pharmaceutique, le développement, l'identification des réseaux les plus adaptés, franchement, devront à la fois croiser d'expérience à la fois la dimension européenne et à la fois la réappropriation et la légitimité et la compétence des territoires. Benjamin, tu veux poser ta question? Sur la prévention, j'avais une chose à dire. Peut-être je vais. Oui, alors vas-y, Benjamin, comme ça, et puis Denis Malvy va. Alors, dans les leçons de la Covid. On va essayer de mixer plusieurs sujets, si j'y arrive. On a vu qu'au sein du conseil scientifique, il y avait des discussions, des débats entre vous, qui ne se sont pas forcément retrouvés sur la place publique. C'était ce qui, je pense, était un bien pour que ensuite un avis de concorde en ressorte. Je m'appuie sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui nous a interrogés, nous, dans la préparation de cet entretien avec vous. C'est l'absence à l'intérieur du conseil scientifique de certaines spécialités. Bon, vous avez vu, je n'ai pas le même âge que ma chère collègue étudiante à côté de moi. Je suis étudiant quand même, mais je suis aussi père de 5 enfants. Donc on pourrait en discuter pendant longtemps. Mais au sein du conseil scientifique, en tout cas jusqu'à présent, peut-être que ça a changé récemment, mais il n'y avait pas de professeur de pédiatrie. Et c'est amené dans notre réflexion cette question sur ce qu'on a appelé les oubliés, les SDF, les personnes âgées isolées, même si ça c'est quand même arrivé à un moment donné sur la place publique, les enfants, et le fait que certaines décisions ont été prises et que les conséquences pour cette partie de la population qui n'avait pas la capacité d'avoir voix au chapitre, de s'exprimer, d'être représentée, pouvaient avoir des incidences sur le long terme. Et c'est là où je vous rejoins et où on s'est posé la question de qu'est-ce que doit faire la société et les décideurs publics dans un respect de l'état de droit pour avoir une politique de santé pérenne sur le long terme et ne pas simplement s'appuyer sur la vacuité de l'opinion publique. Récemment, une étude est sortie sur quelles sont les priorités des Français.
le Covid est très très loin derrière maintenant, est en 10e ou 11e position, bien sûr l'actualité faisant la loi, mais sur le long terme, pour rebondir sur ce que vous avez dit, qu'est-ce qui devrait être fait pour que des structures transverses puissent être créées, à l'image du conseil scientifique peut-être, et permettre sur le long terme d'avoir une santé globale qui soit de qualité au-delà de l'aspect recherche, développement, start-up. Et voilà. Bon, c'est un vaste sujet voilà, que je viens de vous poser. Mais bien voilà. structuré. Merci Benjamin. Hein, bon, c'est vrai que la Covid est passée même dans les dernières préoccupations, après même le statut pour la Corse. Hein, alors, réponse. Je reconnais que dans notre conseil, l'ensemble des mondes et des compétences n'a pas été représenté. Ce que je puis vous assurer, c'est que dans nos travaux, nous avons fait très régulièrement appel à des experts nationaux ou transfrontaliers européens, quelquefois anglophones, enfin non francophones, pour combler nos manques d'expérience, ou le fait que des informations n'étaient pas partagées ou nous ne pouvions pas prendre attache avec celles des conseils scientifiques des autres pays européens. C'était le cas par exemple de l'hygiène, du monde de l'architecture hospitalière. Mais ces gens-là, nous les avons audités, nous avons travaillé avec eux d'une manière extrêmement appuyée, pas plus tard encore que lundi dernier. On travaillait sur les bases scientifiques de l'aération des bâtiments lorsqu'il y a des personnes qui en confinement vont s'y retrouver. Et ça va statuer d'ailleurs dans un de nos avis en y associant les gens qui n'étaient pas formellement dans notre conseil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur tous ces sujets, on a été nous-mêmes évalués, notamment par la commission Pité, qui est un professeur d'hygiène hospitalière et de santé publique suisse, et que son rapport a été rendu public sur le site du ministère de la Santé et du Premier ministre. Et la lecture qu'il a faite de nos travaux, qui a été statuée à la fin de la première année de pandémie, n'était peut-être pas une flagornerie, mais elle était plutôt dans le sens de l'éloge des efforts que nous faisions pour intégrer le maximum de compétences pour ne pas être dans des débats indéfinis et arriver à serrer aussi les propositions qui allaient être adressées directement ou indirectement de la part de l'exécutif en retour vers les décideurs. S'agissant des points précis que vous avez édictés, nous avons intégré extrêmement rapidement, en juin, à compter de juin 2020, la présidente d'ATD Quart Monde, Marie Hallette, qui représentait le Quart Monde. Et sans vouloir faire aussi de l'autosatisfaction, si vous lisez les éditoriaux que j'ai produits dans le journal Le Monde ou dans le journal La Croix, vous pourrez voir que votre serviteur a contribué à coordonner et à rapporter devant la place publique et les citoyens l'expérience, certes régionale, de la cité de la métropole de Bordeaux en matière d'accueil et des sans-logis, d'être arrivé à confiner des gens qui n'avaient pas de toit et de donner notre expérience du quotidien auprès de ces gens-là. Et je terminais dans un de mes éditoriaux en disant qu'avec deux autres de mes collègues bordelais, qu'ils avaient sauvé la République moralement et qu'ils nous avaient appris à dire merci. À dire merci lorsque, une fois qu'ils avaient guéri de la Covid, Dieu merci pour eux, ils venaient assez vite pour être les mieux gérés possibles. Aucun n'est décédé. Mais ça voulait dire que, alors qu'ils avaient séjourné dans ces petits hôtels en bordure de l'autoroute de la Rocade, ils n'étaient pas là par plaisir, malgré le plat chaud et le petit déjeuner et le café, mais ils quittaient un espace d'emprisonnement, de confinement, d'emmurement pour repartir dans une société où ils n'avaient pas de mur pour se repérer, s'intimiser et de toit pour se protéger. Donc cette dimension dans le conseil scientifique, elle y a été extrêmement sonore. Je la revendique, j'en suis fier, d'autant plus que le gouvernement ne nous a pas suivis. Et c'est une preuve de notre indépendance que je revendique haut et fort. Précisément cette acception, ce souci, ce à temps et à contre-temps, comme disait l'apôtre Paul, que nous avons imprimé dans nos avis régulièrement. C'est traçable sur le site du ministère de la Santé à l'endroit des sans-logis.
des vulnérables parmi les vulnérables, s'il y en a. Le deuxième point, c'est la pédiatrie. Nous avons une pédiatre, Angèle, je tairai son nom, mais qui est pédiatre de formation et professeur de pédopsychiatrie, qui est une personne extrêmement sonore, charmante et voilà, qui a énormément de compétences. Elle est chef de service à la Pitié-Salpêtrière en psychopédiatrie. Elle est même plus large que la psychiatrie. Bon, enfin, en tout cas, nous avons fait beaucoup d'efforts pour intégrer le maximum de compétences possibles. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est intermédiaire entre votre question et puis celle du groupe précédent, c'est ce combien nous avons un gouffre pour vraiment nous occuper de prévention, qui n'est pas que de faire pchout-pchout pour pousser la seringue des vaccinations. Ça, c'est de l'objet. Hein, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? Ça fait partie des leçons de la Covid. Qui est-ce qui meurt du Covid, au fond? Quelle est ce qui est la réalité sanitaire qui a saturé le système de santé dans son état de fragilité pré-Covid et per-Covid, donc qui est toujours là avec le problème de la crise des soignants? C'est le très grand âge et ce sont les comorbides. Qui sont les comorbides? Moi, j'ai été frappé dès le début à voir les grandes obésités, les grands surpoids, les gens entre 50 et 75 ans. Ils n'étaient pas dans le grand âge, ils n'étaient pas résidents, mais ils avaient ces obésités pathologiques monstrueuses qui sont de la pathologie sociale et qui nous montrent tout le gouffre que nous n'assumons toujours pas à ce jour, les pays occidentaux, hein, l'Europe en tout cas, et les autres, les pays émergents, les pays à niveau intermédiaire, là où ceux qui étaient pauvres le sont encore plus et ceux qui étaient déjà riches le sont encore davantage. Et le surpoids, la sédentarité qui nous ont montré depuis 2 ans qui est-ce qui était vulnérable aux épidémies infectieuses. Ce sont ceux qui n'accèdent pas, 35 ans après la charte d'Ottawa, à la promotion de la santé et au bien-être. Quand est-ce que le bien-être, qui est fondé en 1948 dans la définition de la santé par l'OMS, qui est ratifié par et la déclaration et la charte d'Ottawa, seront enfin pris à la mesure de l'urgence dans l'urgence, du juste nécessaire de ce qu'est véritablement la santé, dans lequel il y a évidemment le bien-être dans toutes ses acceptions, et dans lequel nous autres qui vivons dans les cités et les métropoles allons être vérifiés par des cadres et des objets, comme l'urbanisme, l'architecture et les espaces dans lesquels nous déambulons. Voilà, merci. Bon, réponse bien charpentée, hein, et passionnée aussi. On se donne encore 5 minutes, alors donc oui, Anna. Une dernière question qui reprend un peu, je pense, que vous venez de dire, Monsieur Malby. Le 8 février dernier, le Conseil scientifique faisait paraître un rapport sur l'approche One Health, donc une seule santé humaine, animale et environnement comme leçon de crise. Et dans quelle mesure cette approche permettrait de se prémunir des futures épidémies? Et est-ce que son institutionnalisation en France est en marche? Et la question à 1 million d'euros, quelle sera la prochaine pandémie? Bon, alors là, peut-être que... Et comme c'est la dernière question, je pensais bien que chacun d'entre vous dise quelque chose là-dessus. Hein. Bah non, Denis Malby commence, et puis après, vous ajouterez votre... Hein. Et puis alors, la question sur la prochaine pandémie, là... On parlait de prévention, et on parlait de l'épine irritative qui est devant notre visage, de nos échecs avec les maladies chroniques, avec le surpoids, la sédentarité, qui nous renvoie à l'exercice, à la diversification alimentaire, à ce que les scientifiques, un peu durs, appelons désormais l'exposome, et qui nous place, en effet, devant la réalité de la santé humaine. Et j'ai une âme d'environnementaliste, pas forcément de l'écologisme politique trop facile, pardonnez-moi, mais... c'est-à-dire que c'est très bien de parler de l'animal et de l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'en quelque part, nous sommes là, en quelque part, sans doute pour en bénéficier et aussi pour discerner ce que nous pouvons faire de meilleur et pas tout le temps de moins pire. On ne peut pas parler des épidémies de maladies infectieuses sans parler de l'environnement et de la brutalité avec laquelle il est malmené dans la destruction des forêts primaires, dans la gestion de l'élevage intensif et l'usage de ce qu'on appelle d'une manière assez honteuse les phytosanitaires. Ça fait à la fois toilette publique et en même temps prétention de vouloir donner de la santé. Qui doivent être réappropriés et au niveau scientifique
Et au niveau aussi économique, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours et des affairés de l'économique. Et en effet, cette singularité entre la santé des écosystèmes, la santé de l'animal et la santé de l'homme, par-delà l'éthique, la morale et embrassant les bien-être, elle est à notre rendez-vous. Et je ne vais pas donner des détails sur les fondements, les sujets, les objets d'investigation scientifique et les perspectives. Elles sont, moi qui viens du monde des arboviroses et des fièvres hémorragiques virales, c'est absolument majeur. Moi, je travaille dans des espaces en Afrique sur Ebola et la fièvre de Lassa et la fièvre Marburg, où on a tous les ingrédients des biguanes qui nous sont adressés dans un monde globalisé, mais en contracté, parce que c'est toujours dans des espaces qui sont jusqu'à présent confinés. Des régions où la forêt primaire est maltraitée, c'est-à-dire que l'homme va rencontrer in fine le réservoir animal sauvage dans lequel se trouvent des virus avec des capacités d'émergence, en attendant que le permafrost, avec la modification climatique, exprime ses propres réserves, dont on a quelques intuitions scientifiques. La constitution j'ai beaucoup parlé de la ville et des cités, c'est absolument majeur. On est dans un monde de la métropolisation, et dans les pays pauvres ou à revenus intermédiaires, il y a des densités humaines qui se contractent, et dans des espaces urbains d'une sauvagerie absolument incroyable. Ça, ce sont les boucles d'amplification. On l'a connu dans la Covid, Sao Paulo, les mégalopoles nord-américaines, et une moindre mesure nos cités, mais où les choses se sont mieux passées parce que nous avions malgré tout quand même quelques pas d'avance. Et c'est cette réalité qui nous est adressée, qui est le sujet des maladies infectieuses dans une acception d'une santé authentiquement globale. Et puis, vous qui faites de la politologie, les modèles que sont les lieux d'émergence des fièvres hémorragiques virales, c'est tout ce que je viens d'édicter, avec en plus ce qui crée le modus operandi du pire, c'est-à-dire des états de non-droit, des espaces dans lesquels on a le droit à rien. Dans le Nord Kivu, il y avait une femme qui venait de perdre son enfant d'Ebola. J'étais très étonné. J'étais assez proche d'elle pour lui dire « Mais vous ne pleurez pas ». Elle m'a dit « Ça fait 30 ans que je ne pleure pas parce que nous n'avons personne pour nous défendre et nous sommes avec la malédiction du nanti dans ces régions où il y a la bauxite, l'or, le saphir, la tourmaline, la bauxite, l'aluminium, donc sont des pays richissimes, et en plus c'est beau, en plus il y a de l'agriculture, et puis pas d'état de droit et des réseaux mafieux entretenus par d'autres réseaux encore plus mafieux et détestables. Donc cette relation qui est le plaidoyer pour l'approche en termes de recherche à la transdisciplinarité, les sciences humaines et sociales, les sciences appliquées, rencontrant les trois règnes de l'environnement, de l'animal et de l'humain, sont à notre rendez-vous. Après, il y a le cadre et il y a le mode d'emploi. Et personnellement, enfin, c'est pas devant Françoise que je vais plaider cette chose, j'espère que, alors que les uns et les autres, y compris les politiques, ont pris la mesure, entre autres, de notre rapport du Conseil scientifique sur le site du ministère de la Santé, qui va être complété par un article scientifique dans une revue anglaise, parce qu'on nous l'a commandé. J'espère que ça n'aboutira pas à la création d'une nouvelle agence, Robert. Alors, merci. Et que j'espère que l'euro-territorialité va prendre la main, parce que c'est dans ce creuset que la gestion et l'émulation doivent pouvoir aboutir rapidement à de la décision. Merci. Voilà, merci beaucoup, Denis Malvy. J'aimerais que Françoise et Robert, vous ayez un petit mot de conclusion, du coup. Hein. Ça ressemble un peu à ça, maintenant. Hein. D'abord, merci d'avoir parlé du Nord Kivu. Non, mais ceci dit, tu as raison, c'est effectivement là que naissent les pires épidémies. Moi, j'ai le souvenir que c'était l'endroit aussi où les femmes allaient chercher de l'eau, et à chaque fois qu'elles allaient chercher de l'eau, elles avaient une chance sur deux de se faire violer, oui. Ce qui n'arrange rien à la santé de la population. Bon, ceci dit, pour nous ici, sur la question de One Health, ici en France, je pense que la question de One Health, elle pose la question fondamentale
en termes de prévention et de santé. Vous allez me dire c'est obsessionnel chez moi, mais oui, si on avait parlé d'obsession, qui est que nous devons changer nos comportements collectivement et individuellement. Là, on a un projet, j'ai un projet pour la mandature sur le Conseil régional, c'est de dire on va essayer de tout mettre en œuvre pour que d'ici la fin de la mandature, dans 6 ans maintenant, chaque jeune de 15 à 25 ans fasse chaque jour 1 heure d'activité physique. Je dis bien d'activité physique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en ne faisant plus d'activité physique, les capacités physiques des jeunes ont considérablement diminué en 30 ans. La voiture, le fait d'être devant des écrans, de ne plus aller marcher pour aller à l'école, tas de choses, ça fait que les jeunes n'ont plus la même capacité physique. C'est-à-dire qu'ils sont moins bons pour faire du sport, ils courent moins vite, ils grimpent moins haut, etc. Et ça se ressent parce que 10 ans après, ils ont de l'hypertension, ils ont du diabète, etc. Et donc, ils meurent plus facilement des épidémies dont a parlé Denis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute une société et les politiques que nous sommes, nous en sommes responsables. Nous devons nous attacher à travailler dans le sens de ces changements de comportement. Alors, pas en disant aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut absolument courir, il faut absolument faire ci, parce que vous savez bien qu'en santé, quand vous dites aux gens, il faut faire ça ou il faut faire ci, ça les embête, et ils ne le font pas. Donc, comment trouver des modalités de bien vivre ensemble, d'être heureux ensemble, en ayant des activités qui, effectivement, ne nuisent pas, à notre propre santé, et 2, à celle de notre environnement, et évidemment en ayant en conscience que, et là c'est la politique qui parle, et c'est la politique qu'on essaye de mener, diminuer les pesticides, avoir une agriculture qui respecte les sols, travailler effectivement sur la façon dont, en faisant de l'élevage, on ne donne pas des antibiotiques en veux-tu en voilà aux animaux, parce qu'ensuite ça va se retrouver dans l'eau et qu'ensuite on va avoir des résistances aux antibiotiques. Tout ça, c'est effectivement un seulement de ce One Health, effectivement. Alors après, il faut qu'on trouve comment l'attraper, comment on va vraiment travailler là-dessus, sur ce sujet-là. Mais cette question à la fois de comportement des gens et de nous tous collectivement sur la santé et de la façon dont on va respecter notre environnement. Et je pense une question sur laquelle, quand on dit politique, et choisir politique, ça veut dire qu'on veut y mettre des moyens financiers. Donc il faut trouver ces moyens. Et ces moyens, le problème, c'est qu'il faut toujours les prendre quelque part. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est des choix de société qu'il faut faire. Merci Françoise Janson. Le mot de la fin pour Robert Laffort. Oui, tout le monde l'attend. Voilà. Ça pourrait être pire. Allez, Robert, quelques mots. Non, mais je rebondis sur ces questions de santé globale, etc. Moi, je pense que avec succès, on a bâti, si on se situe au niveau des systèmes, on a bâti des systèmes avec la politique de santé, la politique d'action sociale, la politique, etc., qui sont trop cloisonnés. Et on a des dispositifs, en tout cas sur le social et le sanitaire, qui sont d'allure trop curative et réparatrice. Donc un des grands enjeux, mais ça c'est assez compliqué, la santé globale, c'est ça. Justement, c'est ne plus parler de santé, parler d'urbanisme. Voilà. On a des expériences quand même qui ont marché par le passé. Il ne s'agit pas de les renouveler, mais comment est-ce que ces masses de paysans qui ont été trimballés par la révolution industrielle, qui se sont retrouvés dans des villes, comment est-ce qu'ils ont réussi à voir leur espérance de vie s'accroître, leur qualité de vie globalement quand même augmenter? Parce qu'il y a eu des politiques publiques qui se sont développées à tout niveau. Donc je pense qu'un des enjeux, à mon avis, c'est de repenser ces politiques publiques de façon beaucoup plus transversale, beaucoup plus ouverte, préventive, disons, outiller, armer les individus beaucoup plus que se préoccuper de les prendre en charge lorsqu'ils ne vont pas. Voilà, en gros, une possibilité de faire évoluer nos systèmes. Alors ça met en jeu la décentralisation, ces cloisonnements entre toutes ces organisations superposées, juxtaposées, ces politiques publiques en silo, cloisonnées. Donc le grand chantier, à mon avis, c'est de repenser tout ça de façon à coordonner, à articuler et à prendre les problèmes non plus de façon
de la façon qui consiste à soigner les symptômes, parce qu'en réalité, on s'attaque aux symptômes, on se démange là où ça nous gratte, en quelque sorte, on répond aux problèmes, mais avoir des collectifs qui soient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus préventifs, etc., etc. Voilà, me semble-t-il, une des voies qui nous permettrait de sortir du problème quand on le pose de façon trop immédiate. Si on est malade, c'est qu'il y a un problème de santé. Non, si on est malade, et si la maladie se répand, les problèmes psychologiques, etc., c'est qu'il y a des causes sociales. Eh bien voilà, merci beaucoup pour cet élargissement du sujet. Merci, Robert. Donc je remercie Robert Lafort, je remercie Françoise Janson, je remercie Denis Malvy, je remercie tous les étudiants, je remercie le public d'avoir été patient car il est 19h18, donc vous avez, voilà. Merci beaucoup, on a pris un peu de temps, mais je crois que ça valait la peine. Merci à tous. Ça me rappelle une phrase de Victor Hugo, là, le propos de Robert. Et c'est quoi cette phrase de Victor Hugo, cette phrase de Victor Hugo là, pour la route? Une petite phrase de Victor Hugo pour la route. Le Big One, ce sera sans doute une maladie respiratoire, mais nous devons nous y préparer avec justement le fait de changer nos regards et changer nos mentalités. Et puis le propos de Robert me rappelle une phrase de Victor Hugo qui doit nous montrer... Victor Hugo a été un grand témoin de son temps, mais il y a plusieurs aphorismes qui doivent nous édifier en tant que citoyens. Mais celui auquel tu m'as fait penser, c'est pour des gens qui sont en sciences politiques, des étudiants de Sciences Po. Ça y est, maintenant je me rappelle bien de son propos. C'est dans Les Misérables. Lorsqu'il fustige la loi du 4 Frimaire de Lancette, la loi sur les ouvertures. Ah oui, la loi du 4 Frimaire. C'est-à-dire que plus vous avez d'ouvertures, plus vous payez d'impôts. Les fenêtres. Oui, les fenêtres. L'impôt sur les portes et fenêtres. L'impôt sur la porte et fenêtre. Et alors, dans Les Misérables, sous le propos de Monseigneur Myriel, dans l'homélie de Monseigneur Myriel, il décrit l'état déplorable du monde des paysans qui venaient de subir l'exode rural et constituaient le début de ce qui allait devenir la classe ouvrière. Et il l'a décrit en disant ils vivent dans des taudis où précisément même l'argent qu'ils n'ont pas, on le leur refuse et on le leur prendrait, pardon. Et donc dans des endroits dans lesquels la loi sur les ouvertures et les fenêtres s'applique d'une manière absolument cruelle et totale. Et il dit Dieu a donné l'air à l'homme et l'État le lui vend. Et j'y ai régulièrement pensé quand j'ai entendu notre président de la République et puis le gouvernement nous encourager par le truchement du ministère de la Santé à aérer nos structures de vie, nos confinements, nos lieux dans lesquels nous serions confinés, en particulier dans cette phase de la pandémie. Donc il ne faut désespérer en rien et reprendre un propos de Victor Hugo en nous disant que la citoyenneté, la maturité et un certain regard de la démocratie, je vais, sans être jacobin, quand même à la française, avec alliant le fédéralisme et puis un certain regard de la nation, alliant au niveau de l'éducation Jules Ferry et Maria Montessori, nous permet, avec les propos de Victor Hugo, d'étonner la catastrophe pour le peu de frayeur qu'elle nous cause. Et je ne sais pas ce que sera le Big One, mais je pense que nous avons les moyens, en changeant nos comportements et nos regards, pour la prochaine crise, d'être capable de l'étonner, fût-elle Napoléon III, par le peu de crainte qu'elle nous aura causé à cause de, finalement, notre capacité à acquérir une maturité qui allie la mémoire et le rêve. Merci. Bon, dites-moi, vous n'avez pas envie de vous voir partir, hein? Merci Denis Malvy. Vous n'êtes pas seulement infectiologue. Hein. Merci beaucoup.